Cet été-là, la pluie tombait en torrents impitoyables, tandis que les habitants de Pinewood étaient figés d'incrédulité. Là, à la lisière de leur petite communauté, un spectacle que personne n'oublierait jamais se déroulait sous leurs yeux. Duke, le berger allemand autrefois si fier, se traînait péniblement, les pattes ensanglantées, son magnifique pelage maculé de boue et de traînées écarlates. Entre ses mâchoires, il serrait délicatement le vêtement d'Emily Thompson, 8 ans, tirant son corps inanimé centimètre par centimètre vers le salut. Les yeux du chien, habituellement si vifs et alertes, se voilaient, son souffle se faisant court et saccadé. Pourtant, il refusait de lâcher l'enfant, refusait de s'arrêter tant que sa mission ne serait pas accomplie. 20 ans plus tard, une vétérinaire accomplie se tient devant un modeste mémorial en pierre sous un vieux chêne. Ses doigts tracent l'inscription gravée par le temps, Duke, qui a tout donné par amour. Le docteur Emily Thompson s'agenouille, déposant des fleurs sauvages fraîches au pied de la pierre, les larmes lui montant aux yeux tandis que les souvenirs affluent. « Je ne serai pas là sans toi », murmure-t-elle. Certaines histoires s'estompent avec le temps, mais d'autres, celles qui touchent au cœur même de ce qui nous unit en tant qu'êtres vivants, ne font que gagner en puissance à chaque fois qu'on les raconte. Ceci est l'une de ces histoires, un témoignage de loyauté qui transcende la compréhension et un sacrifice qui définit la forme la plus pure de l'amour. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. Le village de Pinewood est niché dans une vallée reculée du Montana, un regroupement d'accents graves peine 50 maisons où tout le monde se connaît par son nom et où l'histoire familiale remonte à des générations. La communauté vit dans un isolement paisible, entourée sur 3 côtés par une forêt ancienne, que les habitants disent s'étendre sur des centaines de kilomètres, dense de pins, de chênes et de bouleaux qui forment une barrière naturelle entre leur vie simple et les complications du monde moderne. Une rivière cristalline, le ruisseau argenté, serpente autour de la limite et du village, fournissant à la fois subsistance et loisirs aux habitants. En été, les fleurs sauvages recouvrent les prairies environnantes dans des explosions de couleurs, tandis que les hivers apportent un manteau de neige silencieux qui transforme Pinewood en une scène de carte postale parfaite. Le village ne compte qu'un petit magasin général, une modeste école et une salle communautaire où se tiennent les réunions et les célébrations. La réception des téléphones portables est au mieux irrégulière et l'hôpital le plus proche est situé à 64 km, dans la ville de Carson, ce qui ne préoccupait que rarement les habitants, jusqu'à ce jour fatidique de l'été 2023. La famille Thompson faisait partie des piliers de Pinewood depuis 3 générations. John Thompson, un charpentier aux larges épaules, aux mains calleuses et au sourire doux, avait construit lui-même leur maison à 2 étages lorsqu'il avait épousé Sarah, une institutrice maternelle aux yeux bienveillants et à la patience infinie. Leur fille, Emily, est arrivée après des années d'espoir, un enfant miracle avec les boucles blondes de sa mère et l'esprit déterminé de son père. Même à 8 ans, Emily possédait une âme d'ancienne. Réfléchie et imaginative, elle préférait la compagnie des animaux à celle de la plupart des gens et on pouvait souvent la trouver en train de lire sous le grand érable de leur jardin, d'écrire des histoires élaborées dans son journal ou d'explorer les abords de la forêt, collectionnant des roches et des feuilles intéressantes pour son musée sur le porche arrière. Elle souffrait d'un léger bégaiement qui apparaissait lorsqu'elle était nerveuse, ce qui la rendait quelque peu timide avec les enfants du village qui parfois imitaient moqueusement son élocution. Duke était entré dans leur vie le jour même de la naissance d'Emily, un jumeau d'anniversaire offert à la famille par le frère de John, un entraîneur de chiens militaires. Le berger allemand avait initialement été élevé pour le travail de recherche et de sauvetage, mais avait été retiré plus tôt après s'être blessé à la patte arrière pendant l'entraînement. Malgré la légère boiterie qui persistait, Duke possédait une intelligence remarquable et une nature exceptionnellement protectrice. Dès le moment où le bébé Emily est rentré à la maison, Duke s'est désigné comme son gardien, dormant à côté de son berceau, puis au pied de son lit chaque nuit, sans faute. En grandissant, Emily et Duke sont devenus des compagnons inséparables. Là où l'un allait, l'autre suivait. Duke semblait comprendre les mots d'Emily avant même qu'elle ne les prononce et elle seule pouvait obtenir son attention totale d'un simple murmure. Le village les appelait l'ombre et la lumière, le chien sombre et vigilant et la fille à l'esprit vif, 2 âmes parfaitement assorties malgré leurs espèces différentes. Le printemps précédant le 8e anniversaire d'Emily a provoqué un incident qui a divisé la petite communauté de Pinewood. Cela s'est passé un mardi après-midi ordinaire alors qu'Emily rentrait de l'école, empruntant son chemin habituel devant le potager de la vieille Madame Anderson. Duke, comme toujours, était présent, ayant attendu au bord de la cour d'école pour escorter sa jeune protégée à la maison, une routine à laquelle Sarah Thompson s'était initialement opposée, mais qu'elle avait finalement autorisée après avoir vu comment le chien s'asseyait patiemment devant la clôture de l'école chaque jour, quel que soit le temps.
Cet après-midi-là, une berline bleue poussière avec des plaques d'immatriculation d'un autre État avait roulé lentement le long d'Emily. Son conducteur, un homme d'âge moyen avec une casquette de baseball abaissée, s'était penché pour demander son chemin vers Carson City. Les oreilles de Duke s'étaient immédiatement aplaties contre son crâne, un grognement sourd grondant dans sa poitrine alors qu'il se positionnait entre Emily et l'étranger. Lorsque l'homme avait soudainement ouvert la portière de sa voiture et s'était penché vers la fille bégayant, la réaction de Duke avait été immédiate et féroce. Ses puissantes mâchoires s'étaient refermées sur l'avant-bras de l'étranger, faisant couler le sang et provoquant des cris qui avaient attiré les voisins des maisons voisines. L'homme s'était retiré précipitamment, s'enfuyant avant que quiconque ne puisse le retenir ou relever le numéro de sa plaque d'immatriculation. Le shérif Miller avait enquêté sur l'incident, mais avait trouvé peu de choses au-delà des traces de pneus et des descriptions contradictoires des témoins. Certains ont salué Duke comme un héros qui avait déjoué ce qui était probablement une tentative d'enlèvement. D'autres n'ont vu qu'un animal dangereux qui avait attaqué un voyageur perdu. Le vieux monsieur Winters, dont la propre fille avait été enlevée 30 ans plus tôt dans un comté voisin, a défendu le chien avec véhémence. Ce berger allemand a de meilleurs instincts que la moitié des habitants de ce village, a-t-il déclaré lors d'un rassemblement improvisé au magasin général. Les étrangers n'essaient pas d'attraper des enfants pour leur demander leur chemin. Mais d'autres, en particulier Harold Wilson, qui possédait le seul magasin d'articles de chasse du village et avait été mordu par un chien errant dans sa jeunesse, ont commencé à suggérer que Duke était une source de problèmes. La prochaine fois, ce pourrait être un enfant qui l'attaque, a averti Wilson d'un ton menaçant. Les animaux qui goûtent au sang développent une soif pour cela. L'incident a créé une tension latente à Pinewood, avec des murmures suivant Duke et Emily lors de leur ronde quotidienne à travers le village. Certains parents ont commencé à rappeler leurs enfants à l'intérieur lorsqu'ils voyaient le berger allemand approcher, malgré le fait qu'il n'ait jamais montré d'agressivité envers qui que ce soit dans la communauté. Le shérif Miller a officiellement considéré les actions de Duke comme protectrices plutôt qu'agressives, mais a averti John Thompson que tout incident futur nécessiterait une intervention plus sérieuse. « Gardez ce chien en laisse, John », a-t-il conseillé sobrement. « Tout le monde ne le voit pas à travers les yeux de votre famille. » L'épisode a également créé des tensions au sein du foyer Thompson. Alors que Sarah avait toujours été quelque peu méfiante vis-à-vis de la taille et de la force de Duke, John avait une confiance totale dans le jugement de l'animal. Mais à l'approche de l'été et alors que les murmures continuaient, John a commencé à se demander si le fait de garder Duke valait la tension sociale que cela imposait à sa famille, en particulier à Emily, qui avait entendu des commentaires cruels sur sa « bête vicieuse ». Un soir, après qu'Emily soit allée se coucher, John a abordé le sujet avec Sarah dans la cuisine. Le vieil ami de mon frère, de l'armée, dirige un centre de formation pour chiens d'assistance dans l'Oregon, a-t-il dit doucement, faisant tourner sa tasse de café entre ses mains calleuses. Il pourrait prendre Duke, lui donner un but en travaillant avec des vétérans. Sarah leva les yeux des plats qu'elle était en train de laver, surprise. « Tu ne peux pas être sérieux, John. Ce chien est pratiquement l'ombre d'Emily. Cela la dévasterait. » John soupira lourdement. « Je le sais, Sarah, mais je pense aussi à sa sécurité. Et si ces gens avaient raison? Et si Duke avait des tendances agressives que nous négligeons parce que nous l'aimons ?» La conversation s'est envenimée, leur voix s'élevant parfois avant de baisser à nouveau par crainte qu'Emily n'entende. Aucun des deux n'a remarqué la petite ombre qui était apparue brièvement dans le couloir. Emily, en chemise de nuit, les yeux grands ouverts et tremblants en entendant les suggestions de son père, avant de se retirer silencieusement à l'étage pour se blottir contre le corps chaud de Duke, enfouissant son visage dans sa fourrure tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Pendant des semaines par la suite, Emily remarqua que son père regardait Duke avec des yeux calculateurs, mesurant ses réactions à divers stimuli, testant son obéissance avec des ordres de plus en plus difficiles. Elle commença à entendre des bribes de conversation téléphonique qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'elle entrait dans la pièce. Déterminée à ne pas perdre son meilleur ami, Emily redoubla d'efforts pour démontrer la nature douce et l'utilité de Duke. Elle lui apprit à aller chercher des objets spécifiques dans la maison, à porter le panier de jardin de sa mère, à ramasser les déchets qu'il trouvait lors de leur promenade et à les déposer dans les poubelles. Lorsque la mère de John rendit visite et glissa sur les marches du porche, c'est Duke qui se cala contre sa chute, évitant ainsi une blessure potentiellement grave. Pourtant, Emily sentait le courant d'incertitude qui s'était installé dans la relation de son père avec Duke, le retrait subtil de la confiance facile qui existait auparavant entre l'homme et le chien. L'été s'étira, cette tension sous-jacente atteignant son point culminant le week-end du 35e anniversaire de Sarah. Au début du mois de juillet,
les parents de John et la famille de la sœur de Sarah étaient venus en voiture de Carson City pour l'occasion, remplissant la maison des Thompson de voix et de mouvements inconnus qui mettaient Duke sur les nerfs. Par sécurité, John avait attaché le berger allemand à une longue laisse dans le jardin, lui fournissant un abri, de l'eau et des jouets, mais le tenant séparé des invités, en particulier du neveu de Sarah, âgé de 4 ans, qui avait l'habitude de tirer les queues et les oreilles. Emily partageait son temps entre le rassemblement familial et la compagnie de Duke, de plus en plus contrariée par son confinement. Le matin de l'anniversaire de Sarah, Emily entendit son oncle Pete interroger John au sujet de la situation du chien et son père répondre avec des détails sur le centre de l'Oregon. La panique envahit sa poitrine. Les fleurs préférées de sa mère étaient les rares lys bleus des montagnes qui ne poussaient que dans une clairière spéciale au fond de la forêt, un endroit où John avait emmené la famille en randonnée l'année précédente. Dans la logique d'Emily, 8 ans, un bouquet de ces fleurs précieuses rendrait sûrement sa mère si heureuse que toute la famille reconnaîtrait l'importance de Duke dans leur vie. Après tout, c'était Sarah qui avait photographié Emily dormant la tête posée sur le flanc de Duke sous ses fleurs même, déclarant que c'était le moment le plus parfait qu'elle ait jamais capturé. Pendant que les adultes étaient occupés à préparer le déjeuner d'anniversaire de l'après-midi et que les enfants invités étaient occupés à regarder un film, Emily glissa un petit couteau du tiroir de la cuisine pour couper les tiges des fleurs, laissa un mot griffonné à la hâte indiquant qu'elle allait chercher plus de décoration et se faufila dans le jardin. « Nous devons chacun te sauver », murmura-t-elle à Duke en détachant sa laisse. « Viens, nous serons de retour avant que personne ne s'en aperçoive. » Ensemble, la fille et le chien se faufilèrent par l'ouverture dans la clôture arrière et se dirigèrent vers la vaste forêt. Au-delà de la détermination d'Emily, outrepassant la voix d'avertissement dans sa tête lui rappelant qu'elle ne devait jamais entrer seule dans les bois, la maison des Thompson bouillonnait d'activité alors que la célébration de l'anniversaire de Sarah se poursuivait au début de l'après-midi. La mère de John mettait la touche finale au gâteau d'anniversaire fait maison, la sœur de Sarah disposait les cadeaux sur la table de la salle à manger et les enfants jouaient à un jeu improvisé de tag à l'intérieur qui obligeait constamment les adultes à lancer des avertissements de ne pas courir trop près des objets fragiles. Ce n'est que vers 14 heures, plus de 3 heures après qu'Emily se soit éclipsée, que Sarah réalisa qu'elle n'avait pas vu sa fille depuis un certain temps. « John » appela-t-elle par-dessus le brouhaha de la conversation familiale, « as-tu vu Emily ?» Elle était censée m'aider à préparer les jeux de société. John leva les yeux de l'endroit où il réparait un pied de chaise branlant dans le salon et secoua la tête. « Je pensais qu'elle était avec les enfants de ta sœur en train de regarder ce dessin animé. » Un rapide tour de la maison confirma qu'Emily n'était nulle part à l'intérieur et une vérification du jardin révéla la chaîne vide de Duke. Le cœur de Sarah se mit à battre à tout rompre lorsqu'elle se souvint du récent comportement boudeur d'Emily au sujet du confinement du chien. « John » appela-t-elle avec une panique croissante, Duke a disparu aussi. Le sourire disparut du visage de John alors qu'il se précipitait dans le jardin, ses yeux scannant le périmètre jusqu'à ce qu'il se pose sur l'ouverture dans la clôture, une ouverture qu'il avait l'intention de réparer, mais qu'il avait jugée trop petite pour que Duke puisse s'y faufiler. Sur le comptoir de la cuisine, partiellement recouvert par une boîte de céréales, ils trouvèrent le mot griffonné à la hâte par Emily, « Je vais chercher des décorations pour l'anniversaire de maman. Je reviens vite. Je t'aime, Emily. » L'écriture enfantine ne fit rien pour calmer la vague de terreur qui submergea Sarah. « La forêt » murmura-t-elle, le visage se vidant de sa couleur. « John, elle est allée dans la forêt pour ses fleurs, ses lys bleus. » John attrapait déjà sa veste et ses bottes. « Je vais la trouver, promit-il, la voix serrée par une peur contenue. Prévenez le shérif Miller. » En moins de 20 minutes, la fête d'anniversaire s'était transformée en un centre de crise. Le shérif Miller arriva avec son adjoint, des cartes furent étalées sur la table de la cuisine et le gâteau d'anniversaire de Sarah resta oublié alors que les membres de la famille et les voisins qui avaient été alertés par des appels téléphoniques commencèrent à arriver pour offrir leur aide. Le ciel, qui avait été clair ce matin-là, s'assombrissait maintenant avec l'approche des nuages orageux, ajoutant une urgence aux efforts de recherche. « Cette forêt s'étend sur près de 48 km, expliqua le shérif Miller en organisant les équipes de recherche. Nous devons agir rapidement, avant que la pluie ne commence et avant que la lumière du jour ne disparaisse. » Alors que les volontaires se rassemblaient sur la pelouse avant des Thompson, la tension crépitait dans l'air, non seulement à cause de l'inquiétude pour Emily, mais aussi à cause de la division d'opinion qui se dessinait rapidement sur le rôle de Duke dans la disparition de la jeune fille. Harold Wilson arriva avec 3 autres hommes, tous portant des étuis à fusil. « Nous devons envisager toutes les possibilités, » annonça-t-il, hochant la tête d'un air sombre vers les armes. « Si ce chien s'est retourné contre elle. » John se jeta sur Wilson, le visage déformé par la rage,
mais fut retenu par son frère et le shérif Miller. « Duke mourrait avant de faire du mal à Emily », cria-t-il, se débattant contre les bras qui le retenaient. Il essaie de la protéger, pas de lui faire du mal. Le vieux monsieur Winters s'interposa entre les hommes, ses mains arthritiques levées dans un geste d'apaisement. « Ce n'est pas le moment de ces bêtises, dit-il fermement. Chaque minute que nous perdons à nous disputer est une minute de plus où cet enfant est là-bas, seul. » Le shérif Miller hocha la tête avec gratitude face à l'intervention du vieil homme. « Monsieur Winters a raison. Nous allons nous diviser en équipes, établir des schémas de recherche et utiliser toutes les ressources disponibles. » Il se tourna vers Wilson et ses compagnons armés. « Ces fusils restent ici à moins que je n'autorise spécifiquement leur utilisation. Est-ce clair ?» L'expression de Wilson s'assombrit, mais il hocha la tête sèchement. Le rassemblement avait atteint près de 30 personnes, soit la majorité de la population adulte de Pinewood, et le shérif les organisa rapidement en 6 équipes de recherche, assignant à chacune une section de la forêt à couvrir systématiquement. Sarah, pâle mais calme, insista pour se joindre à l'une des équipes de recherche, malgré le plaidoyer de John qu'elle reste à la maison au cas où Emily reviendrait. « C'est ma fille », dit simplement Sarah en remontant la fermeture éclair de son imperméable alors que les premières gouttes commençaient à tomber. « Je vais la chercher. » Alors que les équipes de recherche se préparaient à partir, un vif débat éclata au sujet du rôle de Duke et de la question de savoir s'ils devaient rechercher des signes du chien ainsi que de la jeune fille. Certains villageois, en particulier ceux qui se souvenaient de l'incident de la morsure, ont suggéré que Duke aurait pu entraîner Emily dans la forêt. D'autres ont défendu avec véhémence la nature protectrice du berger allemand. Ce chien traverserait le feu pour cet enfant, insista M. Winters, la voix brisée par l'émotion. Si quoi que ce soit, il essaie de la ramener à la maison en ce moment. Le shérif Miller, voyant le retard de la recherche s'aggraver à mesure que l'argumentation s'intensifiait, prit une décision exécutive. « Écoutez », appela-t-il par-dessus les voix de plus en plus en colère. « Nous partons du principe que Emily et Duke doivent être retrouvés. Nous recherchons des signes de l'un ou de l'autre. Si vous trouvez le chien sans la jeune fille, vous le mettez en sécurité et vous appelez immédiatement par radio. » Personne. Il fixa Wilson d'un regard dur. « Personne ne prend de mesures contre cet animal sans mon ordre direct. Est-ce bien compris ?» Des murmures de consentement à contre-cœur se répandirent dans la foule alors que la pluie commençait à tomber plus régulièrement. Avec un dernier regard vers le ciel qui s'assombrissait, le shérif Miller donna l'ordre de partir et les équipes de recherche se dispersèrent dans la vaste forêt, appelant le nom d'Emily, dans l'obscurité grandissante. Le premier jour de recherche s'étira jusqu'au soir, sans aucun signe d'Emily ou de Duke. Alors que l'obscurité rendait la poursuite des recherches dangereuses, les volontaires retournèrent à contre-cœur au village, trempés jusqu'aux os et couverts de boue. John refusa d'abandonner la recherche, continuant avec de puissantes lampes de poche jusqu'à ce que le shérif Miller l'escorte physiquement, soulignant que s'épuiser n'aiderait pas Emily. « Nous recommencerons à la première heure », promit le shérif, le visage marqué par l'inquiétude. De retour à la maison des Thompson, des voisins s'étaient rassemblés avec de la nourriture, du café et du soutien. Sarah était assise immobile à la table de la cuisine, serrant le lapin en peluche d'Emily, les yeux fixés sur la fenêtre qui donnait sur la forêt. La pluie s'était intensifiée en une véritable tempête, la foudre illuminant de temps en temps le mur d'arbres avec une clarté frappante et terrifiante. « Elle est si petite », murmura Sarah lorsque John enroula ses bras autour de ses épaules. « Elle est là-bas, dans ça, John. » Il pressa son visage dans ses cheveux, incapable de lui offrir des assurances auxquelles il ne croyait pas lui-même. Aucun des deux ne prononça la peur qui planait lourdement dans la pièce, que la forêt contenait des dangers au-delà de la météo, des ravins abrupts, des gouffres cachés, des animaux sauvages et l'immensité désorientante qui avait coûté la vie à des randonneurs perdus par le passé. À l'approche de minuit, la plupart des voisins partirent avec la promesse de revenir à l'aube, laissant les Thompson seuls avec leur peur et le tambourinement incessant de la pluie contre les fenêtres. Alors que les premières équipes de recherche se préparaient à pénétrer à nouveau dans la forêt, au lever du jour, une agitation à la lisière du village attira l'attention de tous. Duke était sorti des arbres, couvert de boue et boitant, à bout de force. La vue du chien sans Emily envoya une nouvelle vague de terreur à travers les villageois rassemblés, mais John se précipita vers Duke, tombant à genoux devant l'animal épuisé. « Où est-elle, mon garçon » demanda-t-il désespérément, ses mains parcourant le corps du chien, vérifiant les blessurés, bien qu'il se détestât pour cette pensée, tout signe de violence. Duke gémit anxieusement, se tournant vers la forêt, puis regardant John avec une intelligence qui semblait presque humaine. «
Le shérif Miller s'approcha prudemment. « Qu'en pensez-vous, John ?» John se leva, l'expression résolue, malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « Il essaie de nous dire quelque chose. Il sait où elle est. » Wilson se fraya un chemin à travers la foule, le visage sombre. « Où il revient juste après ce qu'il lui a fait, » dit-il d'un ton menaçant. Avant que quiconque ne puisse réagir, Duke grogna soudainement, non pas contre Wilson, mais contre la forêt, puis aboya 3 fois sèchement avant de retourner en boitant vers les arbres avec détermination. Il s'arrêta après plusieurs mètres, regardant en arrière les humains avec espoir. John n'hésita pas, « Il veut que nous le suivions, » dit-il, se déplaçant déjà pour rattraper le chien. Le shérif Miller hocha la tête, réorganisant rapidement les équipes de recherche. L'équipe de Thompson suit le chien. Le reste d'entre vous s'en tient aux zones qui vous ont été attribuées. Appelez par radio au premier signe de quoi que ce soit. Alors que Duke conduisait John, Sarah, le shérif Miller et 3 autres personnes dans la forêt dense, le débat sur les intentions du chien se poursuivit parmi les villageois restants. Le groupe de Wilson, maintenant sans ses fusils qui restaient enfermés dans le véhicule du shérif Miller, suivait à distance, leurs visages empreints d'une détermination et d'une suspicion sombre. Duke se déplaçait avec un but déterminé à travers la forêt, sa patte blessée le faisant trébucher de temps en temps sur le sol glissant de la forêt. La tempête était finalement passée, mais avait laissé derrière elle un paysage dangereux de boue, de branches tombées et de ruisseaux gonflés. John restait près du berger allemand, ses yeux scrutant constamment tout signe de sa fille parmi les arbres denses. Sarah suivait juste derrière, des larmes silencieuses coulant sur son visage tandis qu'elle serrait la veste rouge d'Emily, apportée dans l'espoir que le parfum familier puisse aider si Duke perdait la trace. Le shérif Miller maintenait un contact radio avec les autres équipes de recherche, les informant de la direction de Duke et les avertissant des conditions dangereuses découvertes en cours de route. Les 3 autres membres de l'équipe, M. Winters, malgré son arthrite, le docteur Mason, le seul médecin de la ville, et Lisa Chin, qui avait été sauvée d'un accident de randonnée par des chiens de recherche, formaient un périmètre de protection, appelant le nom d'Emily à intervalles réguliers. La forêt semblait avaler leur voix, ne renvoyant que le vol occasionnel et surpris d'oiseaux ou le bruissement lointain de petits animaux. À midi, Duke les avait conduits à près de 11 km dans la forêt, bien au-delà de l'endroit où quiconque avait prévu qu'Emily ait pu s'égarer. Le terrain était devenu de plus en plus difficile, avec des pentes raides et un sous-bois épais qui déchiraient leurs vêtements et leur peau. « Sommes-nous sûrs que le chien sait où il va ?» demanda doucement le shérif Miller alors qu'il s'arrêtait pour consulter la carte et boire dans des bouteilles d'eau. John hocha la tête, regardant Duke s'asseoir attentivement au bord de leur petite clairière, les yeux fixés sur le chemin à venir. Il suit sa trace. Regardez son comportement. Il est concentré, pas confus. Le docteur Mason s'agenouilla près de Duke, examinant les coupures sur ses pattes et le sang séché sur son pelage. Cet animal a vécu quelque chose d'important, observa-t-il en offrant de l'eau à Duke dans un bol pliable. Ces blessures ne proviennent pas seulement d'une course dans la forêt. Monsieur Winters hocha la tête en signe d'accord. Ce chien s'est battu contre quelque chose, dit-il d'un ton sombre. Pour quelqu'un. L'implication tacite planait lourdement dans l'air. Duke avait rencontré quelque chose de dangereux, peut-être le même danger qui menaçait maintenant Emily. Comme s'il comprenait leur inquiétude, Duke gémit anxieusement et se tint boitant à plusieurs pas dans la direction prévue avant de regarder en arrière avec impatience. « Nous continuons, » dit fermement John en portant son sac à dos. Il sait où elle est. Alors que l'après-midi s'étirait vers le soir sans toujours aucun signe d'Emily, le shérif Miller prit la difficile décision de rappeler la plupart des équipes de recherche. L'obscurité rendrait bientôt la navigation dangereuse et plusieurs volontaires avaient subi des blessures mineures à cause du terrain difficile. « Je dois retirer mes hommes, John, » expliqua-t-il en s'excusant. « Nous pouvons laisser des marqueurs pour continuer à la première heure demain. » Mais John secoua la tête avec véhémence. « Je ne la laisserai pas passer une autre nuit ici. Le shérif, Duke et moi continuerons. » Sarah s'avança, le visage pâle mais déterminé. « Moi aussi. » Après une discussion animée, un compromis fut trouvé. John, Sarah et le shérif Miller continueraient à suivre Duke, accompagné du docteur Mason, au cas où Emily aurait besoin de soins médicaux immédiats une fois retrouvée. Les autres retourneraient coordonner les efforts du lendemain. Alors que le petit groupe se préparait à poursuivre sa route, Lisa Chin appela soudainement, pointant du doigt quelque chose accroché à un buisson épineux, un ruban à cheveux d'Emily, bleu vif et indubitable. Sarah le serra entre ses mains tremblantes. « Elle était là » murmura-t-elle,
l'espoir et la peur se battant dans sa voix. Duc aboya une fois avec force, comme pour confirmer la découverte, puis continua avec une énergie renouvelée, malgré sa douleur évidente. La découverte redonna de la vigueur au groupe, même si la forêt commençait à s'assombrir autour d'eux et que la température baissait précipitamment. Pendant ce temps, de retour au village de Pinewood, la tension continuait de monter parmi les équipes de recherche de retour et les familles en attente. Harold Wilson avait rassemblé un groupe au restaurant local, sa voix portant clairement à travers la foule inquiète. « Ce chien les mène dans une chasse à l'oie sauvage », déclara-t-il en pointant du doigt la carte où les emplacements des équipes de recherche avaient été marqués, ou pire, il les éloigne de l'endroit où il l'a laissé. Plusieurs villageois hochèrent la tête en signe d'accord, leurs visages sombres de suspicion et d'inquiétude. Mais d'autres défendirent Duc avec véhémence. « C'est n'importe quoi, Harold, et tu le sais. » Madame Peterson rétorqua. Elle avait été l'institutrice d'Emily en maternelle et avait été témoin du lien entre l'enfant et le chien. Duc ne ferait jamais de mal à cet enfant. Il essaie de la retrouver. La dispute a dégénéré jusqu'à ce que l'adjoint Robert soit obligé d'intervenir. « Ça ne vous aide pas, Emily » leur a-t-il rappelé sèchement. « Gardez votre énergie pour les recherches de demain. » Alors que les villageois se dispersaient à contre-cœur, Wilson est resté en arrière avec 5 autres personnes. Leur conversation était discrète mais intense. « Le shérif est débordé avec les Thompson » a murmuré Wilson. « Peut-être qu'il est temps que nous formions notre propre équipe de recherche, une équipe qui ne suit pas la piste sauvage de ce chien, qu'eux connaissent. » Le petit-fils de M. Winter avait surpris leur conversation et avait immédiatement contacté son grand-père par radio pour l'avertir du groupe indépendant de Wilson, qui se préparait à entrer dans la forêt, avec ou sans autorisation officielle. La nuit était complètement tombée lorsque Duc s'est soudainement arrêté au bord d'une clairière, tout son corps tendu par la tension. Le shérif Miller a pointé sa puissante lampe de poche sur l'espace ouvert, révélant ce qui semblait être un ancien dolin, une dépression dans la terre, d'environ 6 mètres de diamètre et remplie d'eau boueuse à cause des pluies récentes. Duc a commencé à tourner autour de la doline, gémissant avec une détresse croissante. « Emily » a crié John désespérément, sa voix brisée, « Emily, es-tu là ?» Seul le silence a répondu jusqu'à ce que Duc aboie soudainement sèchement, se concentrant sur quelque chose de l'autre côté de la doline. Le docteur Mason a dirigé sa lumière là où Duc indiquait, illuminant un petit tas de fleurs bleues partiellement écrasées et, à côté, l'empreinte incontestable d'un petit corps dans la boue. Elle était là, a halté Sarah, se déplaçant déjà autour du bord dangereux de la doline. Un examen plus approfondi a révélé de petites empreintes de pas s'éloignant de la doline, accompagnées des empreintes de pattes plus grandes de Duc. Mais ces traces dataient de la veille, faites avant que Duc ne revienne seul au village ce matin-là. Quoi qu'il se soit passé après qu'Emily ait ramassé les fleurs, Duc était avec elle, l'avait trouvée ici, et puis quelque chose les avait séparés. Duc a continué à bouger avec une énergie frénétique, ne se dirigeant plus vers les profondeurs de la forêt, mais coupant horizontalement à travers leur chemin précédent. Il est retourné chercher de l'aide, a réalisé le shérif Miller à voix haute. Il l'a trouvé, n'a pas pu l'aider lui-même et est retourné nous chercher. Le visage de John, illuminé par le faisceau cru de la lampe de poche, reflétait un mélange complexe d'espoir, de peur et d'une culpabilité écrasante d'avoir douté de la loyauté du chien. Le deuxième jour de recherche s'est terminé avec le petit groupe campant dans la forêt, incapable de s'orienter en toute sécurité dans l'obscurité totale, malgré leur puissante lampe de poche. Duc a refusé de s'installer, arpentant le périmètre de leur petit campement et gémissant occasionnellement en direction de l'endroit où ils voulaient continuer. Sarah a finalement sombré dans un sommeil épuisé contre l'épaule de John, mais John est resté éveillé, observant la vigilance agitée de Duc avec une appréhension croissante. « Qu'est-ce que tu ne nous dis pas, mon grand ?» a-t-il chuchoté lorsque le shérif Miller et le docteur Mason avaient également succombé à la fatigue. « De quoi as-tu peur ?» Comme en réponse, un hurlement lointain a résonné à travers la forêt, un loup, au loin mais clair dans l'air nocturne. Duc a grogné sourdement dans sa gorge, se positionnant entre les humains endormis et la direction du son. John a ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. La forêt contenait des prédateurs naturels, des loups, occasionnellement des ours, des chats sauvages, et la pensée de sa petite fille seule face à de telles menaces était insupportable. Il a tendu la main vers Duc, qui a brièvement pressé son museau dans la paume de John avant de reprendre sa garde protectrice. « Je suis désolé, j'ai douté de toi » a chuchoté John, sa voix brisée. « S'il te plaît, retrouve-la pour nous. » Les yeux de Duc, reflétant les braises mourantes de leur petit feu, semblaient contenir à la fois de la promesse et une profonde inquiétude.
L'aube du troisième jour s'élevait avec une fine brume accrochée au sol de la forêt, donnant à la recherche une qualité d'un autre monde alors que Duke les conduisait toujours plus loin. John portait le sac de Sarah ainsi que le sien maintenant, car elle s'était tordue la cheville sur une racine cachée la veille au soir, mais avait refusé de faire demi-tour. Le docteur Mason lui avait fait un bandage serré et lui avait donné des antidouleurs, mais son visage était marqué par la douleur et la peur alors qu'il suivait le rythme de plus en plus urgent de Duke. Le shérif Miller maintenait un contact radio régulier avec le camp de base établi au domicile des Thompson, signalant leur position et recevant des mises à jour sur les autres équipes de recherche, y compris des nouvelles inquiétantes concernant le groupe non autorisé de Wilson, qui était entré dans la forêt armée, malgré des instructions explicites du contraire. « J'ai envoyé l'adjoint Roberts pour les intercepter », a expliqué le shérif Miller d'un ton sombre, mais ils ont une avance considérable. La nouvelle que des hommes armés se déplaçaient maintenant dans la même forêt où sa fille était perdue a plongé John dans un nouveau niveau de désespoir. « Nous devons la trouver en premier », a-t-il dit, sa voix dure, avec détermination et peur. Duke semblait partager cette urgence, s'arrêtant moins fréquemment pour se reposer, malgré sa boiterie qui s'aggravait et les blessures ouvertes sur ses pattes qui laissaient occasionnellement des empreintes sanglantes sur les rochers et les troncs tombés. Vers le milieu de la matinée du troisième jour, le terrain avait radicalement changé. Duke les a conduits dans une zone de la forêt où aucun membre de l'équipe de recherche ne s'était jamais aventuré auparavant, une section marquée sur les cartes comme terrain difficile et généralement évité par les randonneurs. Le sol est devenu de plus en plus marécageux, avec des flaques d'eau stagnantes cachées à cause de la récente tempête et une végétation qui suggérait des inondations saisonnières. Duke a navigué dans ce paysage dangereux avec une précision méticuleuse, faisant parfois demi-tour lorsqu'un chemin s'avérait trop dangereux pour que les humains puissent le suivre. Le shérif Miller a consulté sa carte avec une inquiétude croissante. « Nous approchons des marais de Marshall », a-t-il expliqué calmement à John. « C'est une zone dangereuse, avec des sables mouvants par endroits, surtout après de fortes pluies. » Le visage de Sarah s'est défait. « Emily ne saurait pas comment les éviter », a-t-elle chuchoté. Le docteur Mason lui a serré l'épaule en signe de soutien. « Duke le saurait », lui a-t-il rappelé. « Si elle est avec lui, il la maintiendrait sur un terrain solide. » Mais la question tacite planait dans l'air, Emily était-elle encore capable de suivre les indications de Duke? L'avait-elle été lorsqu'il l'avait quitté pour chercher de l'aide? Le berger allemand s'est soudainement figé, les oreilles dressées et le corps tendu. Une seconde plus tard, il s'était lancé avec une vitesse qui démentait ses blessures, disparaissant dans l'épais sous-bois devant eux. « Duke » a crié John, se lançant à la poursuite du chien, les autres suivant aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils ont débouché dans une petite clairière pour trouver Duke debout au bord de ce qui semblait être une vaste étendue de boue, l'une des nombreuses caractéristiques dangereuses des marais. Le chien aboyait frénétiquement, les yeux fixés sur quelque chose au loin. Le shérif Miller a levé ses jumelles, scrutant l'étendue de boue et d'eau peu profonde. Pendant un moment, il est resté silencieux. Puis il a tendu les jumelles à John sans dire un mot. Les mains de John tremblaient alors qu'il ajustait les lentilles. Là, à près de 300 mètres de distance, se trouvait une petite silhouette vêtue d'une chemise rose couverte de boue, Emily, allongée immobile sur un petit îlot de terrain relativement solide au milieu du marais. « Emily » a-t-il hurlé, se dirigeant déjà vers la zone boueuse avant que le shérif Miller ne lui attrape le bras. « Tu ne peux pas traverser ça directement » a averti le shérif. « C'est du sable mouvant entre ici et là. Un faux pas et tu vas t'enfoncer. » Duke était déjà en train de démontrer ce danger avec prudence, testant le sol devant lui avec ses pattes, reculant lorsque la boue commençait à céder de façon anormale. « Il doit y avoir un moyen » a dit Sarah désespérément. Duke l'a trouvé, il doit y avoir un chemin. Le docteur Mason a acquiescé pensivement. Le chien est intelligent. Il aurait trouvé le chemin le plus sûr quand il l'a localisé. Duke semblait comprendre leur dilemme, revenant vers eux puis se mettant en route le long du bord du marais, s'attendant clairement à ce qu'ils le suivent. Il nous montre le chemin, il ne traverse pas, il contourne, a réalisé le shérif Miller. Le détour ajouterait des kilomètres à leur voyage, mais c'était leur seule option. Alors qu'ils se dépêchaient de suivre Duke, John ne cessait de jeter un coup d'œil en arrière vers la silhouette lointaine de sa fille, terrifié que chaque fois qu'il regardait soit la dernière fois qu'il la voyait vivante. Le chemin détourné que Duke leur a fait emprunter contournait les sections les plus dangereuses du marais, bien qu'il nécessitât toujours une navigation prudente sur un terrain marécageux et des cours d'eau gonflés par la pluie. Le shérif Miller a maintenu un contact radio avec le camp de base, demandant une évacuation médicale immédiate dès qu'ils atteindraient Emily. « Nous aurons besoin d'un hélicoptère » a-t-il expliqué aux Thompson. «
Aucun véhicule terrestre ne peut nous atteindre ici et la transporter pourrait prendre trop de temps, selon son état. La réalité de leur situation, à des kilomètres de l'aide sur un terrain dangereux, avec la vie de leur fille en jeu, pesait lourdement sur John et Sarah alors qu'ils poussaient leur corps épuisé vers l'avant. Duke, malgré sa propre souffrance évidente, n'a jamais faibli dans sa détermination, faisant demi-tour chaque fois que l'un des humains prenait du retard, comme pour les inciter physiquement vers leur destination. Le docteur Mason a observé le chien avec une admiration ouverte. « J'ai déjà travaillé avec des animaux d'assistance », a-t-il commenté lors d'une brève pause, mais je n'ai jamais vu un tel niveau d'intelligence et de dévouement chez un animal de compagnie non dressé. Le shérif Miller a hoché la tête en signe d'accord. « Ce n'est pas un chien ordinaire », a-t-il dit calmement. « Et ce n'est pas une recherche ordinaire. » Vers le milieu de l'après-midi, Duke les avait conduits presque complètement autour de la vaste zone marécageuse. Il pouvait voir la position d'Emily plus clairement maintenant et pouvait également voir le danger dans lequel elle se trouvait. Le petit îlot de terrain solide sur lequel elle était allongée était lentement érodé par l'eau qui l'entourait. Le temps, de toute évidence, était compté. L'approche de la position d'Emily a révélé un paysage plus dangereux qu'il n'y paraissait de loin. Ce qui avait semblé être un simple marais se présentait maintenant comme un réseau complexe de dolines, de poches de sable mouvant et de flaques d'eau stagnante trompeusement profondes. Duke les a conduits vers ce qui semblait être l'approche solide la plus proche du petit îlot d'Emily, toujours à près de 50 mètres d'un terrain dangereux où la jeune fille gisait immobile. À travers les jumelles du shérif Miller, il pouvait maintenant voir Emily plus clairement. Elle était recroquevillée sur le côté, ses vêtements trempés et couverts de boue, un bras tendu comme si elle essayait d'atteindre quelque chose. Il n'y avait aucun mouvement visible. « Elle ne bouge pas », a chuchoté Sarah, la voix brisée alors qu'elle rendait les jumelles au shérif Miller. Les mains tremblantes, John a attiré sa femme contre lui, son propre visage marqué par la peur. « L'hélicoptère » a-t-il demandé au shérif Miller, qui a secoué la tête d'un air sombre, 40 minutes. Ils viennent de Carson City. Le docteur Mason s'est avancé, scrutant l'étendue entre eux et Emily avec un œil professionnel. Elle a été exposée aux éléments pendant près de 3 jours. L'hypothermie est une préoccupation importante, sans parler de la déshydratation et de toute blessure qu'elle aurait pu subir. Le docteur n'avait pas besoin d'énoncer la conclusion évidente, Emily n'avait peut-être pas 40 minutes. Duke semblait comprendre l'urgence de la situation. Le berger allemand arpentait anxieusement le bord du terrain solide, gémissant en regardant Emily puis les humains, puis à nouveau Emily. Soudain, il a commencé à s'avancer dans le marais, testant chaque pas avec précaution avant de s'engager. Il va vers elle, a réalisé John à voix haute. Il connaît le chemin sûr. Le shérif Miller a acquiescé pensivement. Les chiens sont plus légers que les humains, ils pourraient être capables de traverser là où nous ne pouvons pas. Le groupe a regardé le souffle coupé alors que Duke naviguait sur le terrain dangereux avec une précision remarquable, revenant parfois sur ses pas lorsqu'un endroit apparemment solide cédait sous ses pattes. Sa progression était terriblement lente mais méthodique, et il est devenu clair qu'il trouvait effectivement un chemin là où les yeux humains ne voyaient qu'un danger uniforme. L'expression de John s'est durcie avec une résolution soudaine. « Je le suis », a-t-il annoncé, se dirigeant déjà vers le bord du marais. Le shérif Miller lui a attrapé le bras. « Thompson, c'est du suicide. Tu pèses 3 fois plus que ce chien. » John s'est dégagé, ses yeux ne quittant jamais la progression prudente de Duke. « C'est ma fille là-bas. Je peux suivre exactement ses pas. » Le docteur Mason s'est interposé. « John, écoute la raison. Si tu restes coincé là-bas, nous aurons 2 victimes à secourir au lieu d'une. » Sarah, qui était restée silencieuse, a soudainement pris la parole. « Il a raison, John. Nous devons faire confiance à Duke. » Sa voix s'est brisée au nom du chien, son expression révélant l'ironie douloureuse que l'animal qu'ils avaient envisagé de séparer de leur famille était maintenant le seul espoir de leur fille. Duke avait parcouru près de la moitié de la distance jusqu'à Emily lorsqu'il s'est soudainement figé, son corps se tendant en alerte. Au début, les humains qui regardaient ne pouvaient pas déterminer ce qui avait causé son alarme, mais ensuite le shérif Miller l'a repéré à travers ses jumelles, un mouvement dans les hautes herbes près de la position d'Emily. « Il y a quelque chose là-bas avec elle », a-t-il dit brusquement, ajustant la mise au point. La tension s'est relâchée lorsqu'il a identifié la menace, des serpents, des mocassins d'eau, au moins 3 que je peux voir. Les serpents d'eau venimeux étaient des habitants connus des marais de toute la région, leur morsure potentiellement mortelle sans intervention médicale rapide. Le visage du docteur Mason s'est décomposé, si elle a été mordue et qu'elle est allongée là depuis des heures.
Il n'a pas terminé sa phrase, mais les implications étaient claires. Duke avait également repéré le danger. Sa posture est passée d'une navigation prudente à une vigilance de prédateur. Avec une décision soudaine, il a abandonné son rythme prudent et s'est élancé, couvrant la distance restante jusqu'à l'îlot d'Emily avec une vitesse désespérée, nageant parfois presque à travers des poches d'eau plus profondes. Les humains ont regardé avec horreur et admiration alors que le chien atteignait le petit îlot et se positionnait immédiatement entre Emily et les serpents menaçants, les dents découvertes en signe d'avertissement. À travers les jumelles, il pouvait voir Duke pousser Emily avec son museau, essayant de la réveiller. Quand elle n'a pas répondu, il a tourné son attention vers les serpents qui avaient commencé à avancer vers la perturbation sur leur territoire. Ce qui a suivi était à la fois terrifiant et magnifique à voir. Duke s'est lancé sur le serpent le plus proche, l'attrapant derrière la tête dans ses mâchoires puissantes et le secouant violemment avant de le rejeter dans l'eau. Le deuxième serpent l'a attaqué, mais Duke a été plus rapide, reculant avant de se relancer à nouveau, ses mouvements entravés par sa patte blessée, mais toujours remarquablement précis. Le troisième serpent avait commencé à ramper vers la forme immobile d'Emily et Duke a abandonné son combat avec le deuxième pour l'intercepter, encaissant une attaque à l'épaule au passage, mais réussissant à attraper le reptile et à l'expédier comme il l'avait fait pour le premier. Pendant près de 10 minutes, la bataille désespérée s'est poursuivie, Duke défendant la position d'Emily contre non seulement les 3 serpents originaux, mais aussi d'autres attirés par la commotion. « Mon Dieu !» a murmuré le shérif Miller en regardant à travers les jumelles. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Juste au moment où il semblait que Duke avait écarté la menace immédiate, un petit mouvement d'Emily a capté l'attention de tous. La jeune fille s'agitait faiblement, essayant de se relever sur un bras. Duke a immédiatement abandonné sa position défensive pour revenir à ses côtés, léchant son visage et ses mains en signe de soulagement évident. À travers les jumelles, il pouvait voir les bras d'Emily entourer le cou du chien, son petit corps tremblant de ce qui semblait être des sanglots. « Elle est vivante !» a crié Sarah, les larmes coulant sur son visage. « Elle est consciente. » Le soulagement était palpable parmi l'équipe de recherche, mais le docteur Mason restait inquiet. « Elle est toujours en danger à cause de l'exposition et peut-être de la déshydratation ou d'une morsure de serpent. Nous devons la sortir de là. » Comme s'il entendait les mots du docteur, Duke a commencé à pousser Emily, essayant clairement de la faire bouger. La jeune fille semblait désorientée et faible, luttant même pour s'asseoir droite. La solution de Duke a été aussi surprenante qu'intelligente. Il s'est positionné à côté d'Emily et a progressivement manœuvré jusqu'à ce qu'elle soit partiellement drapée sur son dos, puis s'est lentement levé en supportant son poids. « Il va la porter », a chuchoté John incrédule. Le voyage de retour de Duke avec Emily était un témoignage à la fois de son intelligence et de son dévouement. Le poids supplémentaire de l'enfant, même un enfant aussi petit qu'Emily, lui causait clairement d'immenses difficultés, surtout compte tenu de ses blessures existantes. Sa progression était terriblement lente, chaque pas étant testé avec précaution avant qu'il ne confie le poids d'Emily à ce pas. À plusieurs reprises, il s'est brièvement enfoncé dans des zones plus molles, luttant pour s'extraire et extraire sa précieuse cargaison tout en empêchant Emily de glisser dans la boue. Les humains qui regardaient ne pouvaient rien faire d'autre qu'offrir des encouragements de loin, le cœur serré, à chaque pas précaire. À 2 reprises, d'autres serpents se sont approchés du duo et Duke a été forcé de déposer soigneusement Emily sur un terrain relativement solide pendant qu'il écartait les menaces avant de reprendre le transport épuisant. « La force que cela demande, docteur », a commenté Mason avec une admiration professionnelle. Livre pour livre, il accomplit un exploit qui mettrait à l'épreuve l'humain le plus fort. Le shérif Miller a hoché la tête d'un air sombre. La question est de savoir s'il peut aller jusqu'au bout. Le doute était raisonnable. Duke s'affaiblissait visiblement, sa patte blessée cédant à plusieurs reprises sous la tension combinée du terrain difficile et du poids d'Emily. Lorsque Duke et Emily étaient à environ 20 mètres du terrain solide, encore trop loin pour que les humains puissent les atteindre sans se mettre en danger, la catastrophe a frappé. Un endroit qui avait supporté le poids de Duke lors de son voyage allait s'est effondré sous le poids combiné du chien et de l'enfant. Lors du voyage retour, Emily a glissé du dos de Duke alors qu'il se débattait désespérément pour trouver un point d'appui, disparaissant brièvement dans l'eau boueuse avant que Duke n'attrape le col de sa chemise dans ses dents. Les humains ont regardé avec horreur alors que Duke luttait pour maintenir la tête d'Emily hors de l'eau tout en essayant simultanément de les tirer tous les deux sur un terrain plus solide. La force du chien diminuait visiblement, son propre museau étant à peine au-dessus de l'eau alors qu'il luttait pour maintenir sa prise sur Emily. John n'en pouvait plus. Malgré les cris du shérif Miller et du docteur Mason, il s'est enfoncé dans le marais, essayant de suivre le chemin que Duke avait emprunté,
seulement pour s'enfoncer immédiatement jusqu'aux genoux dans la boue traîtresse. Sarah a crié alors que le shérif Miller et le docteur Mason se précipitaient pour retirer John avant qu'il ne s'enfonce plus profondément. « Tu ne peux pas les aider en te faisant tuer », a crié le shérif Miller, retenant physiquement le père désespéré. Dans ce moment de crise, le son lointain des rotors d'hélicoptères a percé l'air de l'équipe d'évacuation médicale de Carson City arrivant enfin. Mais le shérif Miller a immédiatement activé une fusée de détresse, envoyant un arc rouge vif dans le ciel pour guider l'appareil vers leur position. Mais l'arrivée de l'hélicoptère a présenté un nouveau problème, le souffle descendant de ses rotors pourrait déstabiliser davantage la position précaire où Duke luttait toujours pour maintenir Emily hors de l'eau. Alors que l'hélicoptère tournait au-dessus de la zone, évaluant la situation, Duke a semblé prendre une décision. Avec un effort considérable, il a poussé Emily vers un endroit légèrement plus solide, réussissant à placer le haut de son corps dessus, tandis que lui-même restait piégé dans la boue plus profonde. L'effort lui a coûté cher. Il s'est enfoncé plus bas, seule sa tête et ses épaules étant maintenant visibles au-dessus de la surface. Emily, à peine consciente mais assez lucide pour comprendre la situation difficile de Duke, a tendu faiblement la main vers lui, sa petite main s'étirant vers son museau. L'équipe de l'hélicoptère a déployé un spécialiste du sauvetage sur une ligne, l'homme se balançant au-dessus du marais avec une précision pratiquée. Il a atteint Emily, la fixant d'abord dans un harnais, tout en prononçant des paroles rassurantes que l'équipe de recherche ne pouvait pas entendre à cause du bruit des rotors. Alors qu'Emily était hissée vers l'appareil en vol stationnaire, le spécialiste a tourné son attention vers Duke, qui s'était maintenant enfoncé si profondément que seule sa tête restait visible, ses yeux fixés sur la forme ascendante d'Emily. Le spécialiste a tendu une élingue de sauvetage vers le chien, mais la boue s'était fermement fixée dans sa prise. Pendant des minutes angoissantes, le sauveteur a lutté pour libérer le berger allemand, devant finalement demander une deuxième ligne à l'hélicoptère. Pendant cette tentative de sauvetage désespérée, Duke n'a jamais quitté Emily des yeux, comme si s'assurer qu'elle était en sécurité était sa seule préoccupation. Lorsque le spécialiste a finalement réussi à fixer un harnais autour de la poitrine et des épaules de Duke, le chien était presque complètement submergé, sa respiration laborieuse et irrégulière. Le treuil s'est engagé, luttant contre la puissante succion du marais. Pendant un moment, il a semblé que l'effort allait échouer. Puis, soudainement, Duke s'est libéré de l'emprise de la boue, s'élevant lentement dans les airs. Alors que l'équipe de recherche en dessous applaudissait avec un soulagement larmoyant, Emily était déjà à bord de l'hélicoptère, enveloppée dans des couvertures thermiques et recevant les premiers soins du médecin de vol. Alors que Duke était soigneusement amené à bord, le chien épuisé a immédiatement rampé aux côtés d'Emily, s'effondrant à côté de la civière où elle était allongée. Ceux qui regardaient d'en bas ne pouvaient pas entendre la réunion larmoyante, mais ils pouvaient voir la petite main d'Emily s'étendre pour caresser la fourrure de Duke couverte de boue. Alors que la porte de l'hélicoptère se fermait, le shérif Miller a mis son bras autour des épaules de Sarah alors qu'il regardait l'appareil s'incliner doucement et se diriger vers l'hôpital de Carson City. Ils les ont tous les deux, a-t-il dit, son comportement professionnel se fissurant pour révéler une émotion authentique. Ils vont s'en sortir. John est resté silencieux, les larmes coulant sans vergogne sur son visage, alors qu'il regardait l'hélicoptère se réduire à un point distant dans le ciel. Aucun d'eux ne connaissait encore toute l'étendue des blessures de Duke ou le coup de son sauvetage héroïque. Cette connaissance viendrait plus tard, jetant une ombre sur leur soulagement actuel. Mais en ce moment, alors que l'équipe de recherche commençait le long voyage de retour vers Pinewood Village, ils partageaient le sentiment profond d'avoir été témoins de quelque chose d'extraordinaire, une démonstration de loyauté et d'amour qui transcendait les frontières entre les espèces. La nouvelle est parvenue à Pinewood Village avant le retour de l'équipe de recherche. L'hélicoptère avait contacté par radio l'hôpital de Carson City et, de la manière interconnectée des petites communautés, la nouvelle s'est rapidement répandue parmi les villageois anxieux. Emily Thompson était vivante, déshydratée, souffrant d'une exposition et de nombreuses piqûres d'insectes, avec une entorse à la cheville et une légère commotion cérébrale due à une chute apparente, mais miraculeusement exempte de morsures de serpent ou d'autres blessures potentiellement mortelles. Le soulagement collectif qui a balayé le village était palpable, les voisins s'embrassant dans la rue et se rassemblant spontanément au domicile des Thompson pour attendre d'autres nouvelles. Même Harold Wilson, qui avait été intercepté avec son équipe de recherche non autorisée et escorté de retour au village par l'adjoint Roberts, s'est joint à la célébration générale et ses soupçons antérieurs envers Duke ont été temporairement oubliés dans la joie du sauvetage d'Emily. Les enfants ont fait des cartes de bienvenue, les femmes ont préparé des plats cuisinés et des pâtisseries pour le retour de la famille, et les hommes ont discuté de l'organisation d'un effort communautaire pour réparer la brèche dans la clôture des Thompson qui avait permis à Emily et à Duke de s'échapper en premier lieu.
Au milieu des conversations soulagées, cependant, circulait un courant de préoccupation pour Duke, dont l'état avait été signalé comme critique dans les brèves mises à jour de l'hôpital. L'équipe de recherche est revenue au village juste au moment où la soirée tombait, épuisée mais galvanisée par le succès de sa mission. Sarah avait été transportée directement à l'hôpital par une voiture de police qui les avait rencontrés à la lisière de la forêt, mais John a insisté pour rentrer d'abord chez lui afin de récupérer des vêtements propres et le lapin en peluche préféré d'Emily, avant de la suivre. Il a trouvé sa maison remplie de voisins, leurs préoccupations sincères pour sa famille, touchante après la suspicion que certains avaient montrée envers Duke ces derniers mois. « Comment va-t-il » a immédiatement demandé Madame Peterson, exprimant la question que tout le monde voulait poser. Le visage de John s'est crispé d'émotion. « Pas bien » a-t-il admis, sa voix rauque de fatigue et d'inquiétude. Le vétérinaire de l'hôpital pour animaux dit qu'il souffre de multiples morsures de serpents, d'épuisement et de quelque chose qu'on appelle le syndrome de submersion dû au fait d'être piégé dans la boue. Il s'est arrêté, luttant visiblement pour se ressaisir. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas optimistes. Un silence s'est abattu sur la foule rassemblée, la joie du sauvetage d'Emily étant maintenant tempérée par le coût probable de celui-ci. Monsieur Winters, qui était rentré avant l'équipe de recherche principale en raison de son arthrite, s'est avancé pour poser une main noueuse sur l'épaule de John. « Ce chien s'est battu comme un guerrier pour ta fille » a-t-il dit, sa voix brisée. « Quoi qu'il arrive, c'est un héros. » John n'a pu cocher la tête, se détournant pour cacher les larmes qui menaçaient de le submerger. À l'hôpital de Carson City, Sarah était assise à côté du lit d'Emily, tenant la petite main de sa fille, alors que les médecins terminaient leurs examens. Emily avait reçu des fluides par intraveineuse, ses diverses blessures mineures avaient été nettoyées et bandées, et un plâtre léger avait été appliqué sur sa cheville foulée. Bien que son état physique se soit amélioré, elle restait anormalement silencieuse, ses yeux dérivant constamment vers la porte, comme si elle attendait l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. « Où est Duke » demandait-elle sans cesse, devenant de plus en plus angoissée lorsque les réponses de sa mère restaient vagues. Les médecins avaient déconseillé de contrarier Emily tant qu'elle ne serait pas plus forte, mais Sarah voyait que ses esquives causaient plus de mal que l'honnêteté n'aurait pu le faire. « Il est à l'hôpital vétérinaire de l'autre côté de la rue, ma chérie » expliqua-t-elle finalement, en repoussant les cheveux emmêlés d'Emily de son front. Les médecins l'aident aussi. Les yeux d'Emily se remplirent de larmes. « Il m'a sauvée, maman » murmura-t-elle. « Quand je suis tombée et que je me suis cogné la tête, c'est lui qui m'a trouvée. Quand j'avais froid, c'est lui qui m'a gardé au chaud. Quand les serpents effrayants sont arrivés, il les a combattus. » Sa voix se brisa en un sanglot. Il n'arrêtait pas de me tirer dans la boue, même quand il était si fatigué, il ne voulait pas m'abandonner. Sarah serra doucement sa fille dans ses bras, faisant attention à la perfusion et au moniteur, ses propres larmes coulant librement. « Je sais, bébé, Duke t'aime beaucoup. » Emily s'accrocha à la manche de sa mère. « Je dois le voir, s'il te plaît, maman. Il aura peur sans moi. » Jean arriva à l'hôpital juste au moment où Sarah tentait de persuader le pédiatre d'autoriser une brève visite d'Emily à l'hôpital vétérinaire. Le médecin était naturellement réticent, invoquant le besoin de repos et de surveillance d'Emily, mais Jean soutint immédiatement la demande. Duke pourrait mieux réagir si Emily est là, fit-il valoir, avec une pointe de désespoir dans la voix. Et elle a besoin de le voir, quoi qu'il arrive. La mention de ce qui pouvait arriver réduisit au silence les autres objections médicales et des dispositions furent prises. Emily serait transportée en fauteuil roulant avec un moniteur portable, accompagnée d'une infirmière pour une brève visite. Alors qu'ils emmenaient Emily en fauteuil roulant de l'autre côté de la rue, vers l'établissement vétérinaire, le soleil se couchait dans un spectacle grandiose d'orange et de pourpre qui semblait enflammer les fenêtres des deux hôpitaux d'un feu réfléchi. Emily, vêtue d'une blouse d'hôpital pour enfants, avec son lapin en peluche serré contre sa poitrine, contemplait le ciel avec des yeux graves. « Duke trouverait ça joli, dit-elle doucement. Il regarde toujours les couchers de soleil avec moi sur le porche. » Jean, qui marchait à côté du fauteuil roulant, dut se détourner pour se ressaisir. Cette simple observation lui transperça le cœur, lui faisant prendre conscience à quel point la vie de sa fille était intimement liée à celle de l'animal qui l'avait sauvée. L'unité de soins intensifs vétérinaires était silencieuse et faiblement éclairée lorsqu'ils arrivèrent. La vétérinaire de garde les accueillit à l'entrée avec une expression grave. « Je dois vous préparer » dit-elle doucement à Jean et Sarah, tandis qu'une infirmière distrayait Emily. « Duke a subi un traumatisme important. Nous avons traité les morsures de serpent avec un antivenin,
mais il y a eu de multiples attaques et le venin a eu de nombreuses heures pour se propager dans son organisme. De plus, l'effort prolongé et l'exposition ont durement éprouvé son cœur, et l'immersion dans la boue a compromis ses poumons. Elle hésita, visiblement réticente à continuer, mais professionnellement attachée à l'honnêteté. Il est conscient mais très faible. Nous faisons tout notre possible, mais vous devez vous préparer à la possibilité qu'il ne se rétablisse pas. Jean acquiesça d'un signe de tête rigide, ayant déjà accepté cette éventualité. Pendant le long trajet de retour de la forêt, Sarah lui serra fortement la main, son visage reflétant la même douloureuse compréhension. « Combien de temps ?» demanda-t-elle doucement. La vétérinaire secoua légèrement la tête. « Des heures, peut-être, pas des jours. » Sur cette évaluation qui donnait à réfléchir, ils se tournèrent vers Émilie, dont l'attention était maintenant concentrée intensément sur les portes de l'USI, sa détermination à voir Duc évidente dans chaque ligne de son petit corps. Ils trouvèrent Duc dans un box d'angle, plus grand que les autres pour permettre les visites de sa famille. Le berger allemand était couché sur un coussin épais, relié à plusieurs appareils de surveillance et à des perfusions intraveineuses administrant des liquides et des médicaments. Son pelage autrefois brillant était terne et parsemé d'endroits où les poils avaient été rasés pour traiter les blessures, et sa respiration était laborieuse, malgré l'apport d'oxygène délivré par un petit masque. Pourtant, lorsque la porte s'ouvrit et qu'Émilie entra en fauteuil roulant, la réaction de Duc fut immédiate et déchirante. Avec un effort visible, il leva la tête, sa queue frappant faiblement le coussin. Émilie tendit la main vers lui depuis le fauteuil roulant, se heurtant à la main protectrice de l'infirmière. « Duc » cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Tu es gravement blessé. » La simplicité de l'évaluation de l'enfant brisa quelque chose en Jean et Sarah, qui se reculèrent pour offrir à leur fille ce moment crucial avec son protecteur. Avec la permission de la vétérinaire, Émilie fut autorisée à s'asseoir sur le sol à côté du lit de Duc, où elle commença immédiatement à caresser doucement sa tête et ses oreilles, comme elle l'avait fait des milliers de fois à la maison. Duc se déplaça douloureusement jusqu'à ce que son museau repose contre la jambe d'Émilie, ses yeux ne la quittant jamais. « Tu es le chien le plus courageux du monde entier », lui dit Émilie sérieusement, ses petits doigts traçant les cicatrices sur son museau, souvenir d'aventures passées. « Papa dit que tu as combattu tous les serpents pour me sauver, et tu m'as porté quand je ne pouvais plus marcher. » La queue de Duc frappa à nouveau faiblement au son de sa voix. L'équipement de surveillance montra un bref renforcement de ses signes vitaux en réponse à la présence d'Émilie, ce que la vétérinaire décrira plus tard comme un sursaut de l'esprit sur les limitations du corps. Pendant près d'une heure, Émilie resta assise avec Duc, lui parlant parfois de choses ordinaires, lui promettant des promenades qu'il ferait, des jeux auxquels il jouerait, des friandises qu'elle lui garderait de son déjeuner, parfois simplement en posant sa tête doucement contre son épaule, comme il le faisait souvent à la maison. Les adultes observaient en silence, professionnels de la santé et parents confondus, comprenant qu'ils étaient témoins de quelque chose de profond dans la communion entre l'enfant et le chien. La respiration de Duc devint progressivement plus laborieuse malgré l'assistance respiratoire, mais il resta conscient, les yeux fixés sur Émilie comme s'il mémorisait ses traits. Lorsque l'infirmière finit par indiquer qu'il fallait ramener Émilie pour son propre traitement, la fillette se pencha près de l'oreille de Duc. « Merci de m'avoir trouvé », murmura-t-elle. « Tu es le meilleur ami du monde. » Elle embrassa doucement son museau, puis se laissa soulever pour être remise dans le fauteuil roulant. Se tournant pour regarder Duc une dernière fois alors qu'on la conduisait vers la porte, le berger allemand rassembla ses dernières forces pour relever la tête une dernière fois, regardant jusqu'à ce qu'Émilie disparaisse de sa vue. Jean et Sarah restèrent derrière après qu'Émilie ait été ramenée à l'hôpital pour enfants, assis tranquillement près de Duc, tandis que les moniteurs suivant ses signes vitaux montraient le déclin graduel mais indéniable qui avait été temporairement interrompu par la présence d'Émilie. « Je suis désolé d'avoir douté de toi », murmura Jean, sa main reposant légèrement sur le flanc de Duc. « Je suis désolé d'avoir pensé à te renvoyer. » Les yeux de Duc, maintenant troubles de douleur et de mortalité imminente, se tournèrent brièvement vers le visage de Jean. Sarah lissa les poils entre les oreilles de Duc. « Tu nous as ramené notre bébé », dit-elle doucement. « Il n'y a rien au monde que nous puissions faire pour te remercier. » Alors que la nuit s'épaississait à l'extérieur des fenêtres de l'hôpital vétérinaire, la respiration de Duc devint de plus en plus laborieuse. La vétérinaire proposa d'administrer une euthanasie pour soulager son passage, mais Jean secoua la tête. Il s'est battu si fort pour la sauver. Nous resterons avec lui aussi longtemps qu'il le faudra. Peu après minuit, les mains de Jean et Sarah reposant doucement sur son corps, Duc prit une dernière inspiration tremblante et s'éteignit, sa loyauté et son amour ayant exigé le sacrifice ultime.
Le lendemain matin du décès de Duke apporta un soleil éclatant à Carson City, illuminant la chambre d'hôpital où Emily était assise, appuyée contre des oreillers, se remettant physiquement mais émotionnellement repliée sur elle-même. Et lorsque Jean et Sarah entrèrent, leurs visages portant les traces du deuil et d'une nuit blanche, Emily leva les yeux avec une compréhension immédiate qui dépassait son âge. « Duke est parti, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, sans verser de larmes, mais juste un terrible calme s'installant sur ses petits traits. Sarah s'approcha pour s'asseoir à côté d'elle sur le lit, serrant sa fille contre elle. « Oui, ma chérie, il s'est battu si fort, mais son corps était trop blessé pour continuer. » Emily acquiesça contre l'épaule de sa mère, acceptant cela avec la franchise des enfants, tandis que les adultes cherchent souvent des euphémismes. « Il savait que j'étais en sécurité, dit-elle finalement. C'est pour ça qu'il a pu partir. » Cette simple observation portait une vérité si profonde que Jean dut se détourner, soi-disant pour arranger les fleurs que les voisins avaient envoyées, mais en réalité pour se ressaisir avant d'affronter le deuil lucide de sa fille. Le médecin leur avait conseillé qu'Emily était physiquement assez stable pour retourner à Pinewood cet après-midi si elle s'en sentait capable, et la fillette exprima immédiatement son désir de rentrer à la maison. « Duke voudrait être enterré dans notre jardin, expliqua-t-elle sérieusement, près de l'érable où nous avions l'habitude de nous asseoir. » Aucun des deux parents n'eut le cœur de lui dire que le corps de Duke était toujours à l'hôpital vétérinaire, attendant leurs instructions. Des appels téléphoniques devraient être passés, des arrangements conclus avec délicatesse et rapidité. C'est pendant le trajet de retour vers Pinewood, Emily silencieuse sur la banquette arrière avec son lapin en peluche, qu'elle commença finalement à parler de ce qui s'était passé pendant ces 3 jours dans la forêt. Le récit émergea par fragments, sautant parfois en avant ou en arrière dans le temps, comme le font souvent les histoires d'enfants, mais formant progressivement un récit complet qui comblait les lacunes de ce que les équipes de recherche n'avaient pu que deviner. « Je voulais trouver les fleurs bleues pour l'anniversaire de maman, expliqua-t-elle, sa voix petite mais ferme, celle que nous avons vue l'été dernier lors de notre randonnée. Je me souvenais du chemin vers la clairière, ou du moins je le pensais. » Ses parents échangèrent des regards sur le siège avant, sans interrompre son flux de souvenirs. Duke ne voulait pas y aller au début. Il essayait sans cesse de me ramener vers la maison, mais je lui ai dit que papa allait le renvoyer et que nous devions trouver les fleurs pour rendre maman heureuse, afin qu'il le laisse rester. Ces mots frappèrent Jean comme des coups physiques, la confirmation de la conversation nocturne qu'Emily avait surprise entre Sarah et lui et de ses délibérations ultérieures sur l'avenir de Duke. « J'ai été si stupide, papa, » continua Emily, inconsciente de l'effet que ces mots produisaient. « Je me suis perdue tout de suite. Tout avait l'air différent de quand nous y sommes allés avec toi. Duke a essayé de me ramener à la maison, mais je n'ai pas voulu l'écouter parce que j'étais sûr de savoir où étaient les fleurs. » La douloureuse responsabilité qu'elle s'imposait, cet enfant qui n'avait pas encore 9 ans, fit se retourner Sarah sur son siège, tendant la main pour toucher le genou d'Emily. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie, c'était un accident. » Mais Emily secoua la tête obstinément. « Je n'ai pas écouté Duke, et il sait toujours ce qui est le mieux. » Alors qu'ils approchaient de Pinewood Village, l'histoire d'Emily continua de se dérouler, révélant des détails qui apportèrent à la fois clarté et tragédie accrue aux actions héroïques de Duke. Elle avait fini par trouver la clairière avec les lits bleus des montagnes, remplissant les poches de sa petite chemise avec les délicates fleurs pour sa mère. Mais sur le chemin du retour, confuse quant à la direction et de plus en plus fatiguée, elle avait glissé sur des rochers glissants à cause de la pluie près d'une petite cascade, dégringolant une pente et se cognant la tête. « J'avais la tête qui tournait et ma cheville me faisait très mal, » expliqua-t-elle, en montrant son pied plâtré. Duke n'arrêtait pas d'essayer de m'aider à marcher, mais je ne pouvais pas aller très loin. Il a commencé à aboyer et à regarder autour de lui comme s'il essayait de décider quelque chose. Le berger allemand l'avait finalement conduite à un surplomb abrité, pas vraiment une grotte, mais suffisamment de protection contre les éléments pour la première nuit. Il s'était enroulé autour d'elle, la gardant au chaud pendant les heures froides de l'obscurité, quittant parfois brièvement les lieux pour aboyer dans la forêt avant de revenir à ses côtés. Au matin, cependant, l'état d'Emily s'était aggravé, désorientée par la commotion cérébrale et de plus en plus déshydratée. Duke a trouvé de l'eau, se souvint-elle avec un petit sourire triste. Il n'arrêtait pas de partir et de revenir avec sa fourrure toute mouillée, puis il s'allongeait à côté de moi pour que je puisse sucer l'eau de son pelage. Il a fait ça plein de fois. La révélation de l'ingéniosité de Duke pour fournir de l'eau à l'enfant déshydraté fit serrer à Jean le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Sarah tendit la main pour toucher son bras, ses propres yeux remplis de larmes devant cette nouvelle preuve de l'intelligence et du dévouement du chien. L'histoire d'Emily continua alors qu'ils entraient dans la périphérie de Pinewood,
où les voisins se tenaient dans leur jardin ou sur les porches, levant les mains en signe de salut solennel alors que la voiture des Thompson passait. La nouvelle de la mort de Duke les avait précédés. Le deuxième jour, je crois que Duke a commencé à agir vraiment inquiet, continua Emily, apparemment inconsciente des villageois rassemblés qui suivaient maintenant la lente progression de leur voiture vers la maison. Il n'arrêtait pas d'essayer de me faire bouger, mais ma tête me faisait si mal et j'étais si fatigué. Il a commencé à creuser le sol à côté de moi, faisant un grand trou, puis il mit à pousser et m'a recouverte de feuilles et de branches jusqu'à ce que seul mon visage soit visible. Les parents échangèrent des regards surpris. Duke avait essentiellement créé un camouflage pour l'enfant vulnérable, une mesure de protection instinctive qui témoignait d'une intelligence bien supérieure à ce qu'il lui avait attribué. Puis il a disparu pendant longtemps. J'avais peur qu'il ne revienne pas, mais il est revenu. Il était tout mouillé et boueux, comme s'il avait nagé. Ce qu'ils apprirent ensuite expliqua le premier retour de Duke au village sans Emily, une décision stratégique qui démontra un raisonnement remarquable. Duke a essayé de me faire suivre, mais je ne pouvais plus marcher. Il a aboyé et tiré sur mes vêtements, mais je ne pouvais tout simplement pas bouger. La voix d'Emily trembla pour la première fois dans son récit. Je pense qu'il a décidé d'aller chercher de l'aide. Il a léché tout mon visage avant de partir, comme s'il disait au revoir, juste au cas où. Cela confirma ce que l'équipe de recherche avait déjà deviné, Duke avait trouvé Emily, mais incapable de la ramener à la maison dans son état, il était retourné au village pour ramener les sauveteurs vers elle. Quand il est revenu le lendemain, j'étais au bord du marais, continua Emily. Je ne me souviens pas comment j'y suis arrivé. Je pense que j'essayais de trouver de l'eau et que je me suis perdu. Duke m'a retrouvé à nouveau, mais j'étais entouré de serpents. Son petit visage pâlit au souvenir. Il y en avait tellement. Duke les a combattus, papa, ils n'arrêtaient pas de sauter et de les mordre et de les éloigner de moi, mais ils l'ont mordu aussi. Je l'ai vu. Les larmes remplirent leurs yeux, enfin. Il s'est fait mordre en essayant de me sauver, et je ne pouvais rien faire pour l'aider. Alors qu'ils entraient dans l'allée de la maison des Thompson, ils découvrirent une scène à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Tout le village semblait être rassemblé sur leur pelouse, pas seulement les voisins et les amis, mais tout le monde, y compris Harold Wilson et ses compagnons de chasse, qui avaient autrefois regardé Duke avec tant de suspicion. Plus surprenant encore était ce qui se trouvait au centre du rassemblement, une petite tombe fraîchement creusée sous l'érable qu'Emily avait mentionné, marquée d'une croix en bois temporaire portant le nom de Duke. À côté se tenait Monsieur Winters et son petit-fils, l'appel toujours à la main, leur visage solennel mais déterminé. « Nous avons pensé que vous voudriez qu'il soit à la maison », dit simplement Monsieur Winter alors que Jean aidait Emily à sortir de la voiture. Mon petit-fils a appelé l'hôpital vétérinaire ce matin. Ils l'ont renvoyé avec une escorte policière. Emily avança avec une détermination maladroite sur ses béquilles, les yeux fixés sur le petit monticule de terre. Les villageois rassemblés s'écartèrent silencieusement pour la laisser passer, beaucoup pleurant ouvertement alors que l'enfant dont la vie avait été sauvée approchait du dernier lieu de repos de son sauveur. La vérité de ce qui s'était passé dans la forêt, l'intelligence de Duke, son courage, son dévouement absolu à Emily, avait transformé non seulement la famille Thompson, mais aussi la compréhension de toute la communauté de ce que signifiait aimer au-delà des frontières. Les funérailles de Duke ne ressemblèrent à rien de ce que Pinewood Village avait jamais connu. Ce qui avait commencé comme une simple cérémonie familiale s'élargit lorsque les voisins demandèrent la permission d'y assister pour rendre hommage au chien qui avait donné sa vie pour Emily Thompson. Au milieu de l'après-midi, presque tous les habitants de la petite communauté se tenaient en cercle solennel autour de l'érable dans le jardin des Thompson. Emily, toujours sur des béquilles et visiblement épuisée par son épreuve, était assise sur une petite chaise à côté de la tombe fraîchement recouverte, ses parents se tenant protecteurs derrière elle. La croix en bois marquant le lieu de repos de Duke avait été remplacée pendant la nuit par une pierre tombale appropriée, un cadeau de la communauté, livré et installé avant l'aube. Le simple marqueur de granit portait le nom de Duke, les dates de sa vie et une seule ligne que Harold Wilson lui-même avait suggérée, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le shérif Miller avait apporté le collier de Duke, nettoyé de la boue et du sang de son dernier voyage, et l'avait présenté à Emily avec une dignité formelle qui reconnaissait le profond sacrifice qu'il représentait. « Votre ami est mort avec plus de courage que beaucoup d'humains que j'ai connus, lui dit-il, sa voix rauque d'émotion. Nous n'oublierons pas ce qu'il a fait. » Emily accepta le collier avec des mains tremblantes, ses doigts traçant le cuir usé et la plaque de métal terni qui avait autrefois teint doucement chaque fois que Duke se déplaçait dans la maison, un son qui ne serait plus jamais entendu. La cérémonie elle-même fut brève mais profondément émouvante. Monsieur Winters,
le plus ancien habitant de Pinewood, parla de loyauté et de sacrifice de sa voix craquelée et âgée. Madame Peterson lut un poème sur les compagnons fidèles qui laissa peu d'yeux secs dans l'assemblée. Le plus puissant, cependant, fut le propre hommage d'Emily, inattendu et non préparé. La fillette se leva avec difficulté, s'appuyant sur ses béquilles, et fit face aux villageois rassemblés avec des yeux secs et un sang-froid remarquable pour son âge. « Duc était mon meilleur ami du monde, dit-elle de sa petite voix, qui portait clairement dans la cour silencieuse. Il m'a sauvé plus d'une fois, pas seulement dans la forêt, mais tous les jours. Elle baissa les yeux sur la terre fraîche recouvrant son compagnon. Il me comprenait quand j'étais triste. Il me rendait courageuse quand j'avais peur. Il m'aimait quoi qu'il arrive. » Elle fit une pause, avalant difficilement avant de continuer. « Papa dit toujours que ce qui fait de nous de bonnes personnes, c'est la façon dont nous aidons les autres, même quand c'est difficile. Duc était la meilleure personne que j'ai jamais connue. » Cette simple déclaration élevant son compagnon canin au statut de personne frappa les adultes rassemblés avec une poignance particulière. Jean Thompson, qui avait autrefois envisagé de renvoyer Duc, posa doucement sa main sur l'épaule de sa fille, les larmes coulant à flots sur son visage buriné. À la fin de la cérémonie, chaque participant déposa quelque chose sur la tombe de Duc, des fleurs, des friandises pour chiens, de petits témoignages de respect. Harold Wilson, qui avait été le critique le plus virulent de Duc, s'attarda le plus longtemps, posant brièvement sa main sur la pierre tombale en signe d'excuse silencieuse avant de se détourner. Dans les semaines qui suivirent, alors que les blessures physiques d'Emily guérissaient et que les Thompson tentaient de s'adapter à la vie sans la présence protectrice de Duc, l'impact de son sacrifice continua de se répercuter dans Pinewood Village. La communauté établit une journée annuelle de l'ami fidèle à l'anniversaire du sauvetage d'Emily par Duc, dédiée à la célébration des liens entre les humains et les animaux. L'école primaire locale, où Emily retournerait une fois complètement rétablie, mit en place un programme enseignant aux enfants le comportement animal et la possession responsable d'animaux de compagnie. Plus important encore, le conseil du village commanda une petite statue en bronze d'un berger allemand à placer dans le parc central avec une plaque relatant les actions héroïques de Duc. Même Harold Wilson contribua généreusement au financement de la statue, reconnaissant publiquement qu'il avait mal jugé un animal dont les instincts s'étaient avérés plus vrais que ses propres préjugés humains. Ces actions communautaires apportèrent un certain réconfort aux Thompson, en particulier à Emily, qui visitait quotidiennement la tombe de Duc pour lui raconter ses activités et les changements en cours que sa vie et sa mort avaient inspirés. Le temps fit ce qu'il fait toujours, adoucir les angles vifs du deuil sans diminuer la signification de ce qui avait été perdu. Emily retourna à l'école, ses blessures physiques guéries, bien qu'elle gardât toujours une petite cicatrice à la tempe à la suite de sa chute dans la forêt. Ses camarades de classe, qui s'étaient autrefois moqués de son bégaiement, la traitaient maintenant avec un nouveau respect curieux, à la fois pour sa survie et pour sa défense inébranlable de la mémoire de Duc chaque fois que quelqu'un suggérait que ce n'était qu'un chien. Les Thompson reçurent de nombreuses offres de chiots de la part de voisins bien intentionnés dans les mois qui suivirent la mort de Duc, mais Emily refusa fermement chacune d'elles. « Je ne suis pas prête », expliquait-elle simplement, et ses parents, comprenant que Duc avait été plus qu'un simple animal de compagnie, respectèrent sa décision. Sarah trouvait souvent Emily assise sous l'érable en train de lire des livres à voix haute comme elle l'avait fait autrefois, avec Duc couché à côté d'elle, maintenant un lien avec son ami à travers des rituels familiers. Jean, pour sa part, canalisa sa culpabilité et son chagrin en action, établissant un fonds pour fournir des soins vétérinaires d'urgence aux familles ayant des difficultés financières. Personne ne devrait perdre un animal de compagnie bien aimé parce qu'il n'a pas les moyens de payer le traitement, expliqua-t-il lors du lancement du fonds, sa voix se brisant légèrement en se souvenant des dernières heures de Duc et des mesures extraordinaires qui n'avaient pas suffi à le sauver. La vie continua, les saisons changeant, les années passant. Emily passa de l'enfance à l'adolescence, sa timidité antérieure étant progressivement remplacée par une confiance tranquille. Son intérêt pour les animaux ne faiblit jamais. Au contraire, il s'intensifia avec l'adolescence. Elle fit du bénévolat dans des refuges pour animaux, aida le vétérinaire local après l'école et annonça son intention d'étudier la médecine vétérinaire bien avant que les demandes d'admission à l'université ne soient dues. Les enseignants et les voisins remarquèrent que les événements traumatisants de son enfance, au lieu de briser son esprit, semblaient l'avoir concentré avec une clarté remarquable. Certaines personnes passent toute leur vie à essayer de trouver leur but, observa son conseiller d'orientation au lycée, Emily connaît le sien depuis l'âge de 8 ans. Lors de sa dernière année, Emily avait été acceptée dans plusieurs programmes prévétérinaires prestigieux, choisissant finalement celui qui offrait une spécialisation dans les chiens de travail, les animaux d'assistance et les chiens de recherche et de sauvetage et les agents canins. Le jour où sa lettre d'acceptation arriva,
Jean la trouva sur la tombe de Duc, le papier froissé serré dans sa main, comme si elle partageait la nouvelle avec son ami disparu depuis longtemps. Il se retira silencieusement, lui accordant ce moment privé de connexion à travers les années qui s'étaient écoulées depuis le sacrifice de Duc. 2 décennies après le sauvetage héroïque d'Emily Thompson par Duc, Pinewood Village avait changé comme le font inévitablement les petites communautés, certains résidents plus âgés étaient décédés, de nouvelles familles s'étaient installées, des bâtiments avaient été rénovés ou remplacés. Pourtant, l'histoire de Duc restait tissée dans le tissu de la communauté, racontée aux nouveaux arrivants et transmise aux enfants qui n'avaient pas vécu pour en être témoins de visu. La statue en bronze dans le parc, patinée maintenant d'une douce couleur verdâtre, servait de rappel permanent de sa loyauté extraordinaire. Et par un matin d'automne frais, un élégant VUS noir sans plaque d'immatriculation de l'État s'arrêta devant. Le docteur Emily Thompson, maintenant une vétérinaire respectée, spécialiste en médecine et psychologie des chiens de travail, se tenait à contempler la représentation de son compagnon d'enfance, un sourire pensif touchant ses lèvres. Elle était revenue à Pinewood dans un but précis, finaliser les arrangements pour l'ouverture du centre de formation canine Duc Thompson sur un terrain que ses parents avaient acheté à la périphérie de la ville. Le centre, le rêve d'Emily depuis de nombreuses années, se spécialiserait dans la formation, les chiens d'assistance et de thérapie, tout en faisant des recherches sur les remarquables capacités cognitives et émotionnelles des canidés dont sa propre expérience avec Duc l'avait convaincu qu'elles étaient largement sous-estimées par la science. La cérémonie d'ouverture officielle du centre eut lieu, comme il se doit, lors de la journée de l'ami fidèle, l'anniversaire du sauvetage et du sacrifice de Duc. Les installations modestes, construites pour se fondre dans l'environnement naturel plutôt que de le dominer, comprenaient des zones d'entraînement, des salles de soins vétérinaires et des logements confortables pour les chiens et leurs maîtres. Le plus remarquable était le hall d'entrée dominé par une photographie murale de Duc datant d'époques plus heureuses, ses yeux intelligents fixant directement la caméra, son corps puissant en équilibre, comme prêt à l'action. En dessous, une simple inscription, en l'honneur de Duc, qui nous a appris que le courage et l'amour ne reconnaissent aucune frontière entre les espèces. La cérémonie attira non seulement les résidents actuels du village, mais aussi beaucoup de ceux qui avaient été présents pendant ces jours fatidiques 20 ans plus tôt. Harold Wilson, maintenant âgé et utilisant une canne, tint à approcher Emily. « J'avais tort au sujet de votre chien, dit-il simplement, en tendant une main tremblante. Je regrette mon jugement chaque jour depuis qu'Emily a pris sa main dans les siennes. » Son sourire, doux Duc, t'aurait pardonné il y a longtemps, lui assura-t-elle. Il n'a jamais gardé rancune. Alors qu'Emily s'adressait à la foule rassemblée pour expliquer la mission du centre, ses parents la regardaient au premier rang avec une fierté discrète. Les cheveux de Jean avaient complètement blanchi et le visage de Sarah portait les douces marques de l'âge qui approche, mais tous deux portaient encore l'empreinte indéniable de ces 3 jours où leur fille avait été perdue et la profonde gratitude pour le fidèle compagnon qu'il leur avait rendu au prix de sa propre vie. Tout le monde m'a dit quand j'étais enfant que je finirais par surmonter la mort de Duc, dit Emily à l'auditoire attentif, que j'aurais d'autres chiens et que la douleur s'estomperait. Ils avaient en partie raison et j'ai aimé d'autres chiens et le tranchant du chagrin s'est adouci avec le temps. Elle fit un geste vers la photographie de Duc derrière elle. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que certains liens ne sont pas destinés à être remplacés ou oubliés. Ils sont destinés à nous façonner, à guider notre chemin. Le centre Duc Thompson ne porte pas seulement le nom d'un chien qui a sauvé une petite fille. Il est construit sur le fondement de ce que ce chien m'a appris, que la capacité d'amour, de loyauté et de sacrifice de soi existe sous des formes remarquables dans tout le règne animal, attendant d'être reconnu et honoré. Pendant qu'elle parlait, un chien d'assistance berger allemand était assis attentivement à ses côtés, non pas un remplaçant de Duc, mais une incarnation vivante de son héritage et du lien profond entre les humains et les chiens qui continuerait à transformer des vies au centre portant son nom. Au crépuscule de nos années, nous reconnaissons que les plus grandes vérités de la vie nous parviennent souvent par les enseignants les plus inattendus. Le sacrifice de Duc nous rappelle que la loyauté et l'amour transcendent toutes les frontières, même celles entre les espèces. Pour ceux d'entre nous qui ont traversé des décennies de changement, qui ont connu à la fois une joie profonde et une perte déchirante, le dévouement inébranlable de ce berger allemand parle directement à nos âmes. Comme Duc, nous comprenons que protéger ceux que nous aimons n'est pas un choix, mais un instinct qui nous définit. Son histoire nous rappelle que notre héritage ne réside pas dans nos possessions ou nos réalisations, mais dans les vies que nous avons touchées et les sacrifices que nous avons faits volontairement pour les autres. Alors que nous réfléchissons à nos propres parcours, souvenons-nous que la capacité d'un amour extraordinaire existe en chacun de nous, tout comme elle existait chez un humble chien qui a tout donné pour sauver un enfant. Puissions-nous affronter les années qui nous restent avec le même courage, le même altruisme et le même amour inconditionnel que Duc a démontré dans ses derniers actes héroïques.
J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un j'aime et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. À la prochaine vidéo.